Ce sont des compagnies minières, pétrolières, des fabricants d'électronique ou des banques qui détruisent des écosystèmes, violent des droits humains et pourtant restent totalement impunis. Comment ? En bâillonnant les lanceurs d'alerte, associations et journalistes. En décembre 2017, les militants d'Attaque dénoncent l'optimisation fiscale agressive pratiquée par le géant Apple en manifestant dans leurs magasins. Pour continuer à ne pas payer sa juste part d'impôts, Apple saisit le tribunal de grande instance de Paris et menace alors Attaque de devoir verser 150 000 € de dommages et intérêts pour toute nouvelle intervention dans un de ses points de vente. Si le tribunal a finalement donné raison aux militants, tous les ans en France, des entreprises que nous connaissons tous tentent d'empêcher des citoyens et des citoyennes de s'exprimer alors que ceux-ci défendent l'intérêt général. Ils les réduisent au silence grâce à des procédures judiciaires pour préjudice commercial, dénigrement ou diffamation, qu'on appelle des poursuites bâillons. En anglais, on parle de SLAPP, autrement dit une baffe, un acronyme de Strategic Lawsuit Against Public Participation, c'est-à-dire une poursuite stratégique altérant le débat public. Au-delà du simple procès, il s'agit d'une stratégie assumée des multinationales pour faire planer une menace constante sur la presse ou les associations qui osent les critiquer. Les pousser à se taire en les affaiblissant tant économiquement que psychologiquement par ces procédures coûteuses, longues et complexes. Si les poursuites bâillons sont aujourd'hui encadrées par des lois dans un nombre grandissant d'États, comme aux États-Unis, au Canada ou en Australie, aucune protection légale n'existe encore en France. Ainsi, plusieurs dizaines d'associations, d'individus ou de journalistes ont été poursuivis en justice ces dernières années. Quand Veolia coupe, par exemple, l'eau de plusieurs consommateurs qui ne payent pas leurs factures, violant ainsi la loi Brottes qui place l'eau comme un bien vital que l'on ne peut refuser à personne, la Fondation France Liberté d'Aniel Mitterrand porte plainte. L'entreprise Veolia perd tous ses procès et tente alors de bâillonner la Fondation en l'attaquant en diffamation 4 fois successives. Quand on y réfléchit, qui devrait se retrouver devant la justice ? Les citoyens qui dénoncent des pratiques abusives commises par des multinationales ou bien les multinationales elles-mêmes ? Les poursuites bâillons sont de plus en plus nombreuses en France, mais ailleurs, des hommes et des femmes ont déjà mené cette bataille et l'ont remportée. Vous avez noté toute l'iconographie qu'il y a sur la Révolution ? C'est pour ça que je la mets d'affilée. Et à la fin de la vidéo précédente, il y a cette mise en scène où les mecs viennent et le braquent et hop, ils repartent, où je parle de cette petite référence clin d'œil avec le bouquin, etc. Bon, ben là, tout y est aussi. Vous ne sentez pas cette pression-là, même sur nous, quand on a cette espèce d'autocensure, cette bonne morale qui se dit « Attends », et je fais référence encore une fois dans la chronologie à la vidéo sur la désobéissance et ces idéaux-là qui peuvent dire « On est coincé dans ce truc un peu cotonneux, etc. » parce qu'on a peur du regard des autres, on est dans le mimétisme et tout. C'est pas le poids de pouvoir me défendre contre ça. C'est aussi un risque qu'on a quand on veut dire « Allez, je vais agir, je mets mon identité quelque part ». Et il y a une vidéo que j'ai pas mise qui est sortie aujourd'hui où les mecs de On est prêt ont en fait décidé d'attaquer le gouvernement français. Ben, je pense qu'ils ont déjà dépassé les 800 000 personnes, mais derrière, tu as mis ton prénom. Ben, ça serait intéressant de voir quelle petite histoire ou petite anecdote ils vont énoncer là-dessus, sur cette espèce de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont eu une lettre du gouvernement, et en fait, des trucs comme ça, vous en avez tous. Je pense, dans vos amis qui ont vécu un truc et à qui est arrivé quelque chose sur la dernière, je sais pas, manifestation ou quoi, où les mecs ont été piégés, où tu as été au tribunal ou machin, bon, en vrai, ça fait peur. Du coup, tu te cadres et tu es obéissante. C'était ça le petit clin d'œil. Mais c'est dire que ça aussi, ça existe. Et effectivement, quand tu veux aller au-devant du changement et d'accélérer le changement des modes de vie, bah, tu te mets au-devant de ce genre de problématiques. Il faut aussi se dire, ok, je suis en l'anonymat, je prends ce risque-là, comment je fais si ça arrive ? Bon, on est obligé d'y penser. Mais ça fait partie du game. Bon, je vous ai suffisamment retenu, là, je pense que vous n'en pouvez plus, vous transpirez. Les projets de One for All, c'est assez simple. Du coup, je pense que c'est très clair. L'idée, c'est de lancer un espèce de média alternatif dans le cadre d'un mensuel dans le métro. Il y a 10 millions de Français qui sont voyageurs des transports en commun à Paris par jour. C'est important, mais derrière, à combien à travers la France, c'est-à-dire tous les stands d'autoroute, etc., tu peux lâcher. Tu lances un mensuel comme ça, là, tu arrives à aller toucher tout le monde. Et l'idée, c'est de donner que des bonnes nouvelles, des victoires des grandes ONG. Soit c'est déjà sur le net, mais la flemme, quand tu prends ton quotidien, comme quand tu sors ton téléphone ou que tu fumes une clope, bah, c'est cool si tu apprends une bonne nouvelle. Mais ça peut être des petits assauts de quartier, des actes civils isolés, ou toutes ces petites vidéos qu'on vient de mettre là, merci à tous ces gens qui les ont faites. Parce que c'est ça aussi, se lancer dans cette espèce de média alternatif.
C'est le premier point. Et nous, en gros, on essaye de par notre travail, de réduire cette distanciation entre cette idée et sa réalisation. Et c'est pour ça qu'on fait cette conférence, parce que c'est nous et vous, les acteurs de ça aussi. Application smartphone, oui, c'est assez attendu, tout le monde en parle, on en voit sur plein de sujets, ils les énoncent beaucoup sur leur site et je vous invite vraiment à aller les chercher. Dans la section du site internet One4All, on a énoncé tous ces sites-là. Donc allez les voir, c'est super lourd. L'idée, c'est vraiment pas de s'approprier, alors pas du tout. Justement, c'est de partager. Et le bonheur ne vaut que partager. Donc plus tu charges, il n'y a pas un média, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre pour nous. Ils ont tous raison dans ce qu'ils disent. Ce qui est important, c'est de réussir à mettre de l'ordre dans toutes ces vidéos pour en dégager quelque chose qui est cohérent. Donc l'idée de l'application smartphone, je le mets assez clairement, mais il fait partie intégrante de nos vies. Et Apple a lancé une nouvelle appli, là je l'ai vu il n'y a pas longtemps, où c'est même inhérent à l'application, au système d'exploitation, et il te met combien de temps tu es resté avec ton téléphone dans ta journée. Je te prie de me croire que ça fait peur. Quand tu as passé 4 heures derrière ton bigot, que tu les avais pas vus passer dans une journée où tu en as 18, et que tu fais dodo 6 heures, ça fait chier. Autre point, la conférence. Le fait d'en faire des conférences comme ça, derrière, tu peux aller toucher plein d'autres gens. Tu as des réactions, les gens partent, ils rebondissent avec toi, mais tu as créé un lien. Ce lien, il est juste humain. Puis il a une autre idée, puis il fait évoluer le truc. Mais derrière, on veut faire des interviews, des podcasts, etc. L'idée, c'est vraiment de désacraliser l'aspect humain. Et c'est de dire que sur YouTube, par exemple, tu as 37,5 millions de Français qui le checkent chaque mois. Chaque mois. Ça plus de 1,8 milliard en total en 2018. Même la téloche, ils font plus ça. C'est-à-dire que les mecs, ils sont en train de se dire, est-ce qu'on va pas mettre une redevance télé sur l'utilisation à YouTube? La dernière vidéo sur laquelle on voudrait arriver, c'est celle-ci. J'aime beaucoup Osons causer. Je pense que tout est dit. Et en fait, il t'explique ce qu'on essaye d'expliquer en créant l'opportunité dans la rue, effectivement, parce que au cœur de l'altruisme, c'est l'interaction humaine, et il t'explique Marcel Mauss, etc. Et donc la finalité, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe du suffrage universel dans un système capitaliste? On est un peu coincé avec ça, et on voit qu'ensemble, on peut tout changer. Du coup, donner ne fait plus partie de notre vision, en fait, au niveau de notre société, c'est quelque chose qu'on a réussi à effacer. Et lui, il vous dit tout. Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo, on va pas parler d'actualité, on va parler carrément de la nature humaine. Ouais, vaste sujet. Dans cette vidéo, on veut s'attaquer au discours qu'on entend assez souvent qui pense que l'homme est un loup pour l'homme, qu'on peut avoir confiance en personne et que chacun pense qu'à sa gueule. Alors nous, dans cette vidéo, on va mettre un coup de projecteur sur des études scientifiques méga stylées qui prouvent que le don et la générosité sont aussi profondément ancrés en nous, dans notre psychologie. En bref, on va vous montrer que la générosité est aussi au cœur de la nature humaine. Donc, yallah, c'est parti. Le premier truc à comprendre, c'est que chez nous, les humains, le premier réflexe, notre réaction spontanée, c'est bien souvent d'être généreux et pas d'être égoïste. Alors, pour vous en convaincre, on vous donne un exemple. Il y a une expérience classique en économie où on met quelqu'un dans une pièce, on lui donne de l'argent, et à ce moment-là, il peut choisir s'il la partage ou non avec quelqu'un d'autre. Ce choix, il est absolument anonyme, personne ne saura s'il est égoïste et qu'il a tout gardé, ou s'il a partagé. Donc, a priori, on pourrait penser que l'intérêt de cette personne, c'est de garder l'argent pour elle. Eh ben, en fait, non. Souvent, les gens, ils partagent, ils donnent de la thune à cette personne, alors que c'est pas du tout leur intérêt. Mais il y a un truc encore plus dingue. Tout récemment, là, il y a des économistes qui se sont posé la question. Qu'est-ce qui se passe si dans cette expérience on laisse moins de temps aux gens pour prendre leurs décisions? Ils se disaient que peut-être que si les gens ont moins de temps pour réfléchir, leur vraie nature égoïste va ressortir et ils garderont encore plus souvent tout l'argent. En fait, c'est exactement l'inverse que les économistes ont trouvé. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, plus tu réagis vite, plus tu réponds vite, plus t'es spontané, plus tu donnes. Donc donner, c'est souvent spontané. Mais là, on va comprendre un deuxième truc. En plus d'être spontané, donner, c'est même inné. Et pour bien vous convaincre de ça, on va aller voir ce que font les gamins. Là, il y a des études de psychologie qui montrent que des gamins d'1 an et demi, qui savent à peine marcher, ils aident déjà spontanément quelqu'un, même si c'est un complet inconnu. Cette expérience, elle a été reproduite dans plein de situations différentes. Et la grande leçon, c'est que les tout petits, ils sont déjà motivés à aider les autres. Et ils sont même hyper motivés, parce qu'il faut bien capter que le gamin, il arrête de jouer pour aller aider l'inconnu. Et ça, c'est pas rien pour un gosse. Ce que ça nous apprend, c'est que les mini-humains, c'est pas des créatures égoïstes qui lentement, après des années d'apprentissage, comprennent qu'il faut aider les autres. Non, ça marche pas comme ça. Les tout petits, dès qu'ils sont en capacité de comprendre que 1, une personne a besoin d'aide et 2, qu'ils peuvent l'aider, qu'est-ce qu'ils font? Ils aident. Et spontanément. Bref, aider les autres, c'est pas contre nature du tout, c'est inné et c'est souvent spontané. Et le truc va même plus loin. Donner, l'acte de donner, ça fait du bien. Donner, ça fait kiffer. Alors là,
ça, il y a plein d'études scientifiques qui le montrent. Donner du temps, de l'argent, être plus généreux, ça fait plein de trucs. Ça vous rend plus heureux. Ça diminue le stress, ça vous rend plus connecté aux autres, plus confiant en les autres et, tenez-vous bien, ça fait même vivre plus longtemps. Ces études scientifiques, elles sont géniales, mais on n'a pas le temps de les détailler ici. Du coup, on vous a résumé le plus intéressant sur le site Donner fait du bien. Allez faire un tour vraiment parce que c'est méga clair et ça vaut le coup. Et s'il y en a qui pensent encore que l'homme n'est qu'un loup pour l'homme après tous ces arguments, bah on va aller un cran plus loin. On va prendre encore plus de recul et regarder ce que nous dit l'histoire de l'évolution de notre espèce. Ce que nous disent les biologistes de l'évolution, à commencer par le premier là, le papa Darwin, c'est que notre spécialité à nous, l'espèce humaine dans l'évolution, c'est justement le niveau de dingue, de coopération, de générosité et de dons qu'il y a dans toutes nos sociétés. Et ça, c'est un truc qu'ont vite découvert les premiers anthropologues. Alors ces mecs-là, ils allaient aux quatre coins du monde regarder les chasseurs-cueilleurs. Dites-vous qu'au début de l'humanité, on était tous des chasseurs-cueilleurs. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que leur système social, il était fondé, basé sur le don. Pour eux, faut bien comprendre que c'était une grande surprise, parce qu'ils imaginaient que les chasseurs-cueilleurs, ils fonctionnaient un peu comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, en général, si tu veux une chose ou un service, tu l'achètes, tu le payes, ou à la rigueur, tu l'échanges contre autre chose. C'est-à-dire que chez nous, c'est l'achat et la vente qui sont le ciment de nos sociétés. Eh bien, chez les chasseurs-cueilleurs, pas du tout. Les biens et les services, les choses, elles circulent grâce aux dons. Il n'y a pas de monnaie d'échange chelou, il n'y a même pas de troc, genre je te donne une peau de bison, tu me donnes 2 arcs. C'est pas comme ça que ça se passe, mais on se file des trucs, on se rend des coups de main et ça à l'infini. C'est avec le don que tiennent leur société. Si vous voulez creuser ça, un des premiers à l'avoir bien expliqué, c'est Marcel Mauss dans son essai sur le don. On vous le recommande, foncez le lire, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, grâce à ce détour par l'anthropologie et l'évolution de notre espèce, on comprend beaucoup mieux pourquoi est-ce que les gamins aident les autres et pourquoi donner fait du bien. C'est tout simplement parce que pendant quasiment toute l'histoire de l'humanité, participer à la grande danse du don, c'était le meilleur moyen de survivre. Et si on revient à la France de 2018, même si on s'en rend pas toujours compte, il y a encore énormément de générosité et de dons dans notre société. Et ça dépasse largement le cercle de tes potes ou de ta famille. Qui sait par exemple qu'il y a 1/4 des Français qui sont bénévoles? Ça veut dire qu'un Français sur 4 donne de son temps toute l'année pour amener tes gamins au foot, pour assurer la fête de village ou pour donner du temps dans une asso d'entraide. Et pareil, qui sait combien de Français donnent à des assos? D'après France Générosité, il y a la moitié des Français qui donnent de l'argent à des assos, à des ONG qui font plein de trucs cool. Voilà, au final, avec cette vidéo, on pense avoir tordu cette image hyper négative qu'on a de notre société et de la nature humaine. On pense aussi avoir montré avec la science que être généreux, donner, partager, c'était profondément inscrit dans notre psychologie et dans l'évolution de notre espèce. Pour nous, il y a vraiment besoin de ce coup de projecteur, parce que trop souvent, le don, la générosité, tout ça, c'est complètement invisible. Ou c'est présenté, pire encore, comme un truc de bouffon, de naïf ou de bisounours. Il faut vraiment qu'on casse cette image biaisée, négative, qui voit tout en noir et nous isole. Donc si vous voulez nous aider à faire ça, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire tourner au maximum, ça ferait une petite percée positive dans la grisaille de nos fils d'actu. Donc nous, on vous fait plein de bisous et on vous dit à tout vite. Ciao les copains! Toutes ces études-là ou pas? C'est dingue, hein. Quand j'ai commencé à faire ça, en fait, j'ai suivi Marcel Mauss et il a vraiment fait tout un récit qui est assez incroyable. Et quand tu vois depuis quand ça date, t'es là, tu fais ah ouais. Mais il y a un truc qu'on vit assez régulièrement, ça m'est déjà arrivé plein de fois, cette espèce d'instinct pour vous aider à voir un peu ce que c'est. J'ai un bon exemple, parce que le cerveau humain, c'est des associations d'idées comme ça vous est tous déjà arrivé de monter dans le métro. Et d'un seul coup, vous avez un réflexe et vous avez senti qu'il y avait un danger qui était précisément là-bas. Vous ne savez pas l'expliquer, mais c'est comme ça. L'inhérence humaine, le truc du don, c'est ça en fait. C'est la même chose. Vous ne savez pas pourquoi, nous on le voit tous les jours dans la rue, quand quelqu'un le fait, on ne sait pas à quel moment il fasse. Mais il a les yeux qui pétillent et la banane. Il est là, je suis en train de faire un truc de ouf. Vous avez envie de donner après ça? Oui, c'est ça l'idée en fait, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et c'est aussi pour dire, et il a raison, et je pense qu'il y a une belle référence aussi que j'aime utiliser, c'est dans un film qui s'appelle Contact, ça date des années 89. Pardon, Charles de Gaulle oblige, mais oui, c'est ça. Alors, en gros, la nana, c'est un départ sur l'espace, etc., mais elle arrive, et il le dit aussi à la fin, il y a une autre vidéo où on l'exprime, être naïf, c'est de dire, ou être réaliste et égoïste, c'est de dire oui, le monde est ainsi fait. Et le mec qui va être naïf et innocent et qui va passer pour un bisounours et qui n'ose pas te parler de ça, va dire oui, c'est à moi qu'il appartient de façonner le monde. J'aime bien ce petit défi qui dit ouais, à moi de prendre ma part de responsabilité. Et la référence, c'est aussi le colibri, c'est un peu ça le concept. Mais en vrai, si on n'en parle pas, c'est qu'on en fait un tabou.
C'est ça le devoir civique aussi, c'est de dire que éduquer, c'est pas une mauvaise chose, il n'y a pas d'assistanat dans cette visibilité-là. C'est de dire c'est cool, j'apporte quelque chose à quelqu'un, il en fait ce qu'il veut, mais on ne va pas s'auto-censurer à ne pas parler d'espoir. Et c'est ça le contexte présent. D'où l'intérêt pour nous d'essayer d'envoyer le truc et de dire bah, pourquoi pas faire un hebdomadaire dans le métro qui vous appartient ou qui nous appartient. Bref, on s'en fout. L'idée c'est bien de sauver le monde. Du coup, à un moment donné, c'est de le dire, et ben en fait on ne l'a pas dit depuis le début de la conférence. Du coup, c'est un peu ça le concept. Ben, c'est pas être naïf que de dire ah j'ai envie de sauver le monde, ouais, idiot, ça défonce. C'est un peu ça l'idée. Et c'est de dire qu'en fait, finalement, pour en faire quelque chose de positif, c'est vraiment une belle époque qu'on vit, parce que c'est pas tout le monde qui est arrivé à dire ouais, ben, ça va être nous les acteurs de ça. Et en fonction de ce qu'on va faire et comment on va prendre nos responsabilités, on aura les fruits des résultats escomptés ou pas. À voir. Le don, un court-circuit démocratique. Du coup, bah oui, pourquoi pas que ça soit un court-circuit démocratique et pourquoi pas l'énoncer comme ça. J'ai écrit tout ça, ça fait un peu pavé, mais bon, maintenant je le connais bien. Le concept, c'est de dire sur le premier là-bas, c'est de donner un exemple pour parler vraiment de cet effet de masse. Aujourd'hui, c'est assez attendu avec toute l'actualité, c'est de dire que si on devait faire un référendum citoyen pour parler de la problématique du climat, il est assez attendu que vraisemblablement tout le monde accepterait qu'il faut accélérer le changement des modes de vie. Donc on serait 90%. Deuxième point, enfin vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense que oui. Deuxième point, c'est de dire pourtant il n'en demeure pas moins que nous sommes conscients que ce n'est pas le cas. Pourtant on est tous pour le changement des modes de vie, donc pour accentuer le truc. Donc il y a un problème financier. Si vous avez suivi, partagé, c'est sympa. Sur la dernière COP24, donc on parlait de la COP21, en gros c'est-à-dire il y a 3 ans, il y a très peu de choses qui ont été faites, hein. Donc aller rentrer dans le détail, ça te fait marrer comme tu suis. Et ben, en gros, c'est de dire l'exemple, le don de One for All pour inspirer les gens, on a fait du bénévolat. On a fait du bénévolat parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, quand on fait nos campagnes de fundraising, parce qu'on propose aux gens dans la rue de devenir donateurs, et ben, ce qui est assez novateur dans le cadre de ce qu'on fait, c'est qu'en mois de septembre, on a donné l'ensemble de tous les gens qui sont positionnés à une ONG, c'est dans notre contrat et on fait exprès, c'est pour montrer l'exemple parce que c'est le compte de la prétention. C'est un don de 30 000 €. Personne ne peut faire ça tout seul, enfin, en tout cas pas moi. Et personne dans cette salle, je pense, peut donner en un mois 30 000 €. Si on le fait, c'est vraiment pour dire qu'ensemble, on a plus de quoi. Et ben, moi je ne savais pas avant qu'on le fasse, hein. Je vous jure que je n'avais pas prévu ça non plus dans la vie. Mais c'est lourd, mais si je parle de cet exemple, c'est pour dire qu'ensemble, effectivement, on est plus fort et en capacité financière qui vraiment symbolise l'excellence d'une mobilisation citoyenne unifiée. Bon, c'est très bien écrit, mais toute l'idée est là. On propose ensemble de pouvoir l'orienter à des fins complètement différentes. C'est ça le programme de One for All. Il y a des choses que moi je ne sais pas, je ne vois pas le monde avec vos yeux. Il y a des points sur lesquels vous aurez des solutions à apporter, donc ça vous appartient également. C'est tout ça aussi le concept. En soutenant les ONG que nous présentons, vous soutenez également le projet One for All. C'est assez attendu. Manger, boire, dormir, ça me permet de travailler, donc je suis comme un artisan à l'autre bout du monde. Si je ne trouve pas de donateur, je ne travaille plus. Donc je ne peux pas faire le bénévolat, etc. Donc je ne peux pas donner vie à l'hebdomadaire et tout ça. Donc en fait, vous donnez vie par le fait d'enlever toute cette anxiété de demain. Vous voyez tout le cheminement du truc? Mais même moi, ça me fait du bien de le faire, hein, parce que des fois, tu penses que c'est compliqué. Mais effectivement, l'idée, c'est de continuer à montrer l'exemple, à être philanthrope, à inspirer et à parler de ce modèle économique pour que tout chacun puisse se l'approprier et le faire valoir dans d'autres secteurs de marché aujourd'hui. Parce qu'en vrai, il ne m'appartient pas, mais si justement je veux essayer d'améliorer le bien commun, il faut que je donne cette idée aux gens, parce qu'ils peuvent l'adapter à n'importe quel secteur demain. Et c'est quand même super cool, parce que ce métier existe depuis 20 ans, si je ne m'abuse. On voit le... Troisième point, on continue. Faire du nerf de la guerre, le nerf de la paix, c'est bien ce qui est le plus triste, néanmoins notre existence, notre authenticité, notre unicité, enfin tu vois, je le martèle bien, ne vaut-elle pas plus que ce don fondamentalement humain? On l'a compris, voilà, et dans un monde régi par le capitalisme libéral, ne se laisse pas là la légitimité afin de rendre un pied d'égalité à nos différences. Bah ouais, on est tous différents. Du coup, à un moment donné, on a fait un boycott, on a créé une économie, bah, pourquoi pas le rentrer dans nos mœurs, en parler, donc de ne pas faire du tabou et de la dernière vidéo, tabou de l'humanitaire, bah, c'est ce qu'on vous invite à faire et c'est pour ça qu'on essaie de faire tout ça et de vous mettre du soleil dans le cœur parce que c'est lourd de donner. Voilà. Et effectivement, avec toutes ces images-là, on pense vraiment qu'on comprend très bien où on veut en venir. Donc, dernier point, analyse. Bon, bah, en informant, et ça, je crois que c'est vraiment le support, c'est qu'en informant, nous rendons sciemment l'usage du libre arbitre de tout à chacun. Je crois que c'est ça.
Quand j'ai pondu cette phrase, j'étais assez fier de moi. J'ai bu un verre d'eau, je me suis dit, ok, j'ai raison. Et par voie de conséquence, j'ai fait exprès, nous redonnons du sens au mot démocratie. Bon ben soit, évidemment, si tu es informé, tu as ton libre arbitre, tu as le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est assez attendu qu'on va aller vers les 90% de gens qui veulent sauver le monde. Ça fait 2 fois que j'utilise. Troisième point, pour accélérer le changement des modes de vie, améliorer le bien commun, bon bah... Oui, c'était dans la vidéo, une fois, du coup, bon, on la connaît. Voilà, je crois qu'on a tout fini, c'était la fin. Il faut le président. Nous, président, moi, il y a un premier merci que j'aimerais dire, c'est pour tous ces gens qui ont fait toutes ces vidéos. Et effectivement, l'idée, quand tu fais une vidéo et que tu tapes une détermination d'aller essayer de parler d'un projet, d'un concept qui te tient à cœur et que tu te mets derrière la caméra, bon, bah, tu parles à nu comme ça, et ben, je trouve ça vraiment magnifique d'avoir réussi à mettre toutes ces vidéos et d'essayer d'en faire dégager un truc, parce que déjà, je pense que c'est leur idée et que c'est ce qu'ils essayent de faire, donc merci d'avoir pris le temps de le faire. On l'a filmé, on va essayer de le mettre en ligne. Si ça rend bien la cam et si je dis pas trop de conneries, c'est un peu l'idée aussi. Mais il y a 3 personnes à qui j'aimerais dire merci aussi, c'est les 3 loulous qui sont là. Il y a Léo Ekpad, il y a Jérémy Vincent, il y a Manu Emmanuel Merez qui est là. Parce que sans eux, j'aurais pas fait ça, et en fait, j'avais pas prévu de faire ça, mais c'est quand même super long de faire ça parce qu'ils le méritent en fait. Et c'est cool. Merci les gars. Merci à vous. Voilà. Merci d'être venus, c'est pareil.